Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fabrice Vincenti, je suis directeur régional d'Oxygène. Je vais vous donner juste quelques mots sur l'agence avant de démarrer et de rentrer sur le vif du sujet. Donc, la particularité qu'on a, c'est qu'on est implanté en région, et à Nantes à l'occurrence, et à Paris. On a une dizaine de bureaux dans les grandes villes en France et notre siège est à Paris. Pourquoi c'est important à RP? Parce que vous savez, il y a de la presse locale, régionale, il y a de la presse verticale et des médias généralistes et la majorité d'entre eux sont quand même parisiens. Donc c'est bien d'avoir ces entrées au niveau de Paris pour pouvoir faire notre métier. La deuxième particularité, c'est qu'on s'est organisé en pôle de spécialistes. Donc on a notamment des experts sur toute la partie entrepreneuriat, start-up et nouvelles technologies. Je pense que ça vous parle, donc on se sent assez légitime pour venir vous voir aujourd'hui. Alors, Greg a parlé de levier sur les relations publiques. Je pense que vous savez quand même tous, aujourd'hui, chaque fois que vous allez consommer, acheter, que ce soit un produit ou un service, de plus en plus, vous allez avant tout regarder les avis des clients, des consommateurs, avant de regarder le marketing de la marque. Ou en tout cas, avant ou après, mais vous allez le faire. Donc forcément, on est dans un monde où l'avis de la personne, du tiers de confiance, est important et considéré. Et forcément, quand on parle de journaliste, on est quand même censé avoir en face de nous quelqu'un d'indépendant, de légitime, qui a son regard, sa neutralité. Et donc faire appel à quelqu'un de ce rang-là pour dire tout le bien qu'il pense de votre expérience, expertise, produit, service, histoire, etc. C'est vraiment un levier important. Donc pour en parler aujourd'hui, on a nous aussi amené des experts. Donc il y a Caroline. Caroline, c'est une ancienne sportive de haut niveau qui a passé 5 ans à l'international et qui travaille aujourd'hui chez nous sur notamment l'innovation et la tech. Et on a Henri. Henri, il est ancien journaliste presse quotidienne nationale. Il a passé 15 ans dans des agences de réseaux nationaux à Paris avant de rejoindre l'agence et il est spécialisé donc sur toutes les problématiques tech, environnement et également sur ce qui est prise de parole. Voilà, donc on en a pour une demi-heure et 3/4 d'heure et après on sera ravis de prendre des questions s'il y a. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Fabrice l'a bien présenté aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble quel est l'intérêt des relations publiques et en particulier des relations presse pour faire gagner en crédibilité des startups en règle générale. Et finalement, si on se demande quelle est l'utilité des relations presse par rapport à la publicité ou au marketing, on pourrait commencer par une petite histoire. Vous vous imaginez avec le date de vos rêves au restaurant et vous commencez à faire votre autopromotion. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De la publicité. Si vous lui montrez les posts Instagram, Twitter qui font votre promotion, là vous êtes en train de faire du marketing. Si vous faire passer le bon message au bon moment. Et puis finalement, si le patron du restaurant passe à votre table et dit à votre date que vous êtes formidable, intéressant, extrêmement sympathique, eh bien il est en train de faire vos relations publiques. Je vous laisse peut-être juger de quelle est l'approche qui aura le plus de chances de vous mettre en valeur. Alors c'est quelque chose qu'on va voir ensemble au cours de la demi-heure qui va nous occuper, mais globalement elle a déjà convaincu plusieurs personnalités qui sont successful dans le monde des affaires. Je pourrais vous mentionner évidemment celui que vous avez retenu ou reconnu à gauche qui dit souvent que s'il lui restait $1 à dépenser, il le dépenserait en relations presse, ou Richard Branson, qui a coutume de dire qu'une bonne histoire en matière de RP a plus d'efficacité qu'une front page ou qu'une publicité affichée. Donc la façon dont on va structurer l'atelier et la grosse demi-heure qui va nous intéresser, c'est finalement quel est l'intérêt des relations publiques et des relations presse pour une start-up. Ensuite, parce que c'est extrêmement important de connaître votre cible et de savoir comment elle fonctionne pour bien lui proposer vos sujets, on va vous présenter globalement quel est le quotidien des médias, quel est le quotidien des journalistes pour que vous ne soyez jamais en mauvaise interaction avec eux, pour que toujours vous soyez capable de leur proposer le bon contenu, le contenu qui va les intéresser. Ensuite, on va vous proposer une partie sur la façon de faire des relations presse efficaces avec ou sans budget. Parce qu'on peut être malin aussi, on veut faire des relations presse. Et puis enfin, on part du postulat que vous allez réussir
à intéresser un journaliste à vos sujets. Et c'est là que le plus dur commence, parce que vous allez devoir être impactant et vous n'aurez pas deux fois l'opportunité de faire une mauvaise impression. Vous allez devoir être impactant dès le début, on va vous donner les clés pour y parvenir. Et je laisse la parole à Caroline pour la première partie. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec les relations publiques et presse, mais pour vous faire un petit parallèle entre les bénéfices de la publicité et du marketing vs les relations presse, on a 4 arguments. Le premier, c'est la crédibilité. C'est encore une fois cette personne indépendante qui va valider votre entreprise, votre produit, vos services. Et ici, c'est donc le journaliste. Et cette crédibilité, elle va aussi être apportée par la crédibilité du média, et donc notamment la presse spécialisée, la presse nationale, en fonction de votre industrie. Ensuite, on a le budget. Donc si on devait comparer les budgets publicité et marketing au budget RP, il y a un fossé clairement. Les budgets RP, vous êtes entre 2500 et 5000 euros par mois à peu près, ça dépend du nombre d'actualités que vous souhaitez communiquer. Pour les grosses entreprises, c'est des dizaines de milliers d'euros, mais ça reste bien en dessous des budgets publicités ou pour passer dans la pub sur le JT de TF1, là vous êtes en centaines de milliers d'euros. Donc comparé à un résultat similaire obtenu dans le JT, que l'audience va regarder avec plaisir et ne va pas zapper la pub. Voilà, il y a vraiment un fossé en termes de retour sur investissement entre la publicité, le marketing et les relations presse. Et puis ensuite, la qualité du message, parce qu'encore une fois, la publicité et le marketing, c'est un message qu'on va imposer à notre audience. Et on est soumis tous les jours à des centaines et des milliers de messages, que ce soit dans la rue, avec l'affichage, sur vos téléphones, surtout depuis l'ère des cookies. Donc tous ces messages, ils vous sont imposés et du coup, vous n'y êtes pas forcément réceptif. Vous avez plutôt envie de les éviter, de fermer tous les pop-up et fenêtres. Alors qu'avec les RP, eh bien, c'est vous qui allez ouvrir le magazine, c'est vous qui allez aller sur votre média préféré pour lire les articles, et donc vous avez un intérêt et vous êtes réceptif au message qui est apporté par les journalistes. Et donc la qualité du message et son impact sur l'audience est beaucoup plus positif. Et puis enfin, l'image de votre marque qui, grâce aux relations presse, va pouvoir être soit construite, améliorée, pérennisée, et puis se baser sur aussi la réputation des grands médias qui vont parler de vous. Donc si on devait un petit peu résumer le rôle des relations presse, c'est de développer cette relation d'estime et d'adhésion entre votre start-up et puis toutes les parties prenantes. Donc ça peut être vos clients, mais c'est aussi vos actionnaires, ça peut être vos partenaires. Donc c'est toutes ces parties prenantes avec lesquelles vous allez créer une relation de confiance. Et celle-ci est établie parce qu'il y a une personne indépendante qui ici est le journaliste qui va encore une fois valider votre produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les relations presse, ça s'effectue sur le long terme. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et il y a un effet boule de neige. Donc les journalistes se lisent entre eux. Et si vous arrivez à en toucher un, puis deux, puis trois, il va y avoir cet effet de boule de neige qui fait que les autres journalistes vont lire les articles de leurs confrères et vont se dire « Ok, ça a été validé, ça a été checké ». Ils vont être beaucoup plus en confiance pour entrer en contact avec vous. Donc, en parlant de journaliste, je vais laisser l'ancien journaliste parler. Globalement, le métier de journaliste, depuis une vingtaine d'années, il a profondément changé. Il a profondément changé avec l'apparition du online, et vous devez le savoir, vous devez avoir un certain vernis journalistique quand vous allez parler avec un journaliste. Il faut les connaître. Je ne vais pas vous bassiner avec l'histoire du journalisme, Albert Londres, Pulitzer, mais néanmoins, vous devez connaître un petit peu les journalistes qui font l'actualité et voir comment rebondir à l'actualité. La première chose à savoir, c'est que l'arrivée du numérique au début des années 2000, ça a eu un impact absolument colossal sur le monde des médias, puisque sont apparus ce qu'on appelle des pure players. Le mot vous est sans doute familier, mais des médias qui sont 100% online et qui vont concurrencer la presse traditionnelle. Vous
connaissez certains d'entre eux, sans doute des médias aussi plus verticaux, mais vous pouvez garder en tête Mediapart, HuffPost, Slate, qui ont considérablement concurrencé les médias traditionnels. Et cette concurrence, elle s'est traduite notamment par une baisse des revenus habituels générés par les grands médias. C'est-à-dire une baisse des ventes en kiosque, une baisse des abonnements, une ventilation des recettes publicitaires qu'ils pouvaient avoir, mais aussi l'ubérisation de certaines ressources connexes qu'ils pouvaient avoir. Je pense notamment au Figaro, aux Échos, où on faisait passer beaucoup de petites annonces, et ces petites annonces ont été ubérisées, par exemple, avec l'apparition du Bon Coin. Donc vraiment, les journalistes aujourd'hui, vous allez le voir, étant donné que leurs médias se portent moins bien financièrement, que leur business model est toujours en phase d'adaptation, eh bien, le quotidien des journalistes, par ricochet, a changé. Et depuis 10 ans, on estime qu'il y a environ 10% des postes de journalistes qui ont été supprimés au sein des rédactions. Sur 34 000 journalistes, on en a presque 3 500 qui, aujourd'hui, ont été supprimés. Autre petit chiffre intéressant, un journaliste sur 4 aujourd'hui est pigiste, freelance. Qui dit pigiste ou freelance dit qu'on va travailler pour plusieurs rédactions et qu'on va travailler au feuillet. C'est-à-dire qu'on va vendre des 1500 mots et être payé de façon parfois un peu lapidaire pour tel ou tel article. Donc on est aussi moins spécialiste des sujets que vous allez pouvoir leur proposer. Et ce côté spécialiste, c'est quelque chose qui est difficile pour eux, d'autant qu'ils doivent jongler avec sans cesse davantage de sujets. Aujourd'hui, on est de plus en plus soumis à ce qu'on appelle l'infobésité. On est en permanence sollicité par des informations, par des communiqués de presse. Quand on est journaliste, on reçoit en moyenne 250, 300, 350 communiqués de presse par jour quand on est journaliste, selon le secteur dans lequel on travaille. Et je ne vous parle même pas des invitations presse et des échanges de mails. Est-ce que vous arrivez à lire un communiqué qui tombe dans votre boîte mail toutes les 8 minutes? En principe, c'est assez difficile. Donc il faut être celui qui va réussir à émerger par nous le flot d'informations reçues par les journalistes et être celui qui va lui apporter de la valeur ajoutée. Globalement, un journaliste aujourd'hui, son quotidien, c'est d'écrire entre 10 et 15 papiers par jour. Donc on consacre 30 minutes par article, interview comprise, et vérification des informations et des sources incluses. Ce qui explique pourquoi 28% des journalistes seulement vérifient leurs sources aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Donc si vous êtes celui qui leur apporte la vérité, qui leur apporte des sources crédibles et sourcées, vous serez mémorable, vous serez retenu, et vous deviendrez un bon porte-parole, un bon client pour nos journalistes. Autre chose aussi à connaître, c'est l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe en coulisses dans un média? Eh bien, il faut savoir qu'on a aujourd'hui environ 4500 médias en France et que chacun d'entre eux dispose d'une ligne éditoriale particulière. Qu'est-ce que la ligne éditoriale? C'est finalement le positionnement du média. Est-ce que c'est un peu un positionnement politique? Est-ce qu'on est dans un média plutôt conservateur, plutôt progressiste? Est-ce qu'on va être un média plutôt professionnel, vertical, spécialisé dans le retail, spécialisé dans les nouvelles technos, et quelle va être notre pagination, quelle va être la tonalité qu'on va pouvoir faire passer à nos lecteurs? Est-ce qu'on sera plutôt fun, plutôt sérieux? Est-ce qu'on va plutôt privilégier l'investigation? Bref, on a autant de lignes éditoriales qu'on a de médias en France. Alors, pour vraiment se rendre compte de la façon dont on peut travailler les RP avec des journalistes, eh bien, il faut avoir une approche tunée, particulière. Chaque journaliste, on va l'approcher par un canal, aujourd'hui, qui va dépendre de ses préférences. Il y a des journalistes qui préfèrent être contactés par mail, d'autres par SMS, d'autres par Signal, d'autres par WhatsApp, d'autres par Instagram. Bref, on va devoir développer cette connaissance très fine des journalistes pour leur proposer le bon contenu au moment où ils en ont besoin, c'est-à-dire au moment où l'actualité fait sens. Je vous explique évidemment la ligne éditoriale, elle se traduit dès la ligne, où on peut avoir pas mal d'informations sur la façon dont les médias vont vous proposer de l'information. On est certain que Louis Demain n'a pas du tout la même approche que le Parisien, et le Parisien, là par exemple, a voulu surfer trop vite sur une actualité en annonçant l'arrestation de Newton Ligonnès. Ça s'explique parce que le journaliste a voulu être premier sur l'info, n'a pas vérifié ses sources, et fait partie de ces 70% qui ne vérifient plus aujourd'hui leurs informations.
vous pouvez être certain que sa source ne sera plus jamais interrogée par ce journaliste. Vous ne devez surtout pas reproduire ce genre de choses. Autre chose qui est importante, c'est qu'on a des métiers qui disparaissent dans les rédactions, et notamment le métier de secrétaire de rédaction. C'est un petit peu ceux qui manient la syntaxe, qui sont les garants de la bonne grammaire dans les rédactions et qui vont relire les articles et essayer de rendre les accroches plus percutantes pour susciter du clic ou de la lecture. Donc, les plus connus des SR en France, les secrétaires de rédaction, c'est ceux de Libération, mais c'est un poste qui a tendance à disparaître. Et à cause de cela, vous allez vous devoir imaginer des accroches percutantes et lisibles pour que le rédacteur en chef, derrière, celui qui va corriger l'article après une interview avec vous, ne change pas complètement le sens que vous avez voulu lui faire passer. D'où la nécessité, on va le voir tout à l'heure, de lui répéter vos messages plusieurs fois pour les impacter. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Je vous l'ai dit, la première chose qu'ils attendent de vous aujourd'hui, les journalistes, c'est du contenu. C'est du contenu à valeur ajoutée et surtout du contenu vérifié. Si possible, illustré avec des sources qui seront valides, indépendantes. Si vous citez une enquête TNS-Sofres, une enquête IFOP, une étude de l'ADEME, là vous aurez des chances que le journaliste reprenne vos informations. Si vous utilisez des informations internes basées sur des études que vous avez pu mener auprès de vos consommateurs ou de vos partenaires, vous aurez perdu la garantie indépendante de la source externe. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir leur proposer et aller chercher. Faire presque ce travail de pré-passage qu'on attendait du journaliste il y a une dizaine d'années. L'autre élément qui est important, c'est que vous devez toujours vous dire que derrière un clic sur un article, on va générer de la pub. Et le journaliste aujourd'hui cherche des revenus complémentaires et il va surtout chercher à être impactant pour générer du trafic et augmenter le prix de la bannière de pub sur son site d'information. Donc là encore, vous allez devoir trouver des sujets qui vont parler à ses lecteurs, qui vont être impactants pour sa cible à lui. Votre cible, ça n'est jamais le journaliste, c'est toujours son lecteur. Et en ciblant son lecteur, vous allez rendre service au journaliste. Et puis, il va toujours tenter de trouver une exclusivité. C'est ce qu'on voyait avec Dupont de Ligonnès. Pourquoi est-ce que ça a été en une du Parisien? Tout simplement parce que les journalistes chassent lecteurs. C'est la deuxième règle d'or du journalisme. Si vous voulez en retenir trois, la première, c'est la lisibilité, on va y revenir tout à l'heure. Et la troisième, c'est la proximité, marché et coût géographique. Qu'est-ce qui irrite nos amis journalistes, qui manquent de temps, qui ne passent qu'une demi-heure par article? C'est finalement les porte-paroles qui vont venir proposer toujours le même contenu et le même message, stéréotypé, très marketing, sans tenir compte de leurs besoins. Et le besoin du journaliste, c'est souvent un angle qui a été prédéfini et imaginé en conférence de rédaction, le matin, à 9h30. Quand tous les rédacteurs en chef, tous les chefs de service se réunissent, eh bien, ils vont proposer une liste de sujets. Et parmi ces sujets, ce sont justement les angles imaginés par les journalistes pour traiter de tel ou tel sujet. Et on a beaucoup de porte-parole qui arrivent en interview avec l'envie de faire leur autopromotion. Et l'autopromotion, ça ne répond pas aux besoins d'information du journaliste. Donc vous devrez toujours tenter d'informer le journaliste, de répondre à son besoin, à l'angle qu'il aura défini. Et ce faisant, vous allez lui permettre d'écrire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être absolument certain qu'il ne fera plus appel à vous pour traiter de tel ou tel sujet parce que vous lui aurez fait perdre du temps. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Nos amis journalistes, vous l'avez vu, ils sont de moins en moins nombreux et pour autant, on leur pousse toujours plus de contenu. Il y a toujours plus d'entreprises qui veulent communiquer. Il y a une vingtaine d'années, il y avait essentiellement les grandes entreprises. Aujourd'hui, les ETI, les PME, les startups, tout le monde communique. Et donc, le journaliste, il va traiter d'une multitude de sujets, notamment s'il est pigiste. Donc, il est de moins en moins spécialiste ou expert dans les sujets que vous allez lui pousser. Pour cela, vous allez devoir être lisible, pédagogue, et faire en sorte que tout le monde comprenne ce que vous allez lui dire. Vous devrez éviter le verbiage et le jargon. Si vous devez utiliser un acronyme, si vous devez utiliser des anglicismes, vous devrez toujours les traduire et les illustrer avec des exemples parlants. Comme si vous essayiez d'expliquer votre métier ou votre business model à votre petit-neveu de 12 ou 13 ans, ou à votre grand-mère de 80 ans. Il faut que tout le monde, le moins sachant de votre audience, comprenne ce que vous voulez faire passer comme message. Là encore, vous devrez aussi éviter d'être nombriliste. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire finalement faire en sorte qu'on comprenne le besoin marché, la problématique marché, avant que vous ne parliez de vous. Si vous parlez de vous tout de suite, vous êtes encore une fois dans l'autopromotion, alors que si vous allez parler du besoin et de la façon dont vous y répondez, là vous allez être capable d'apporter du grain à moudre au journaliste pour son article. Et puis évidemment, vous oublierez tout ce qui est déjà vu, tout ce qui est information froide. Quand on parle de RP et de journaliste, on parle toujours de chaud et de froid. Qu'est-ce que c'est que le chaud? C'est une information qui vient de sortir, qui fait l'actualité. Qu'est-ce qui est une information froide? C'est une information qui a déjà été publiée la semaine dernière, le mois dernier. Bref, tout ce qui est froid fait perdre son temps aux journalistes. J'aurais pu vous donner un petit exemple, mais ça viendra dans les slides après. Alors, la question à 1 million, comment faire des RP avec, mais surtout sans budget? Donc, dans un monde idéal, on travaille avec une agence qui a l'expertise, l'expérience et surtout qui a déjà des relations avec tous les journalistes que vous voulez contacter. Donc voilà, quelques chiffres, 4800 médias, plus de 34 000 journalistes, ils ont tous leurs habitudes, il faut savoir quel sujet ils traitent. Un journaliste tech ne traite pas tous les sujets tech, un journaliste santé ne traite pas tous les sujets santé, donc vraiment il y a toutes ces spécificités à connaître, la manière dont ils aiment être approchés, comme l'a dit Henri. Donc le plus facile, c'est de travailler avec une agence qui a toutes ces connaissances. Donc avec l'agence, vous allez travailler sur le ciblage, donc que ce soit des médias mais aussi des journalistes pour vraiment trouver qui sont les contacts les plus pertinents pour relayer les informations que vous souhaitez communiquer. Et puis l'agence va vous aider aussi à adapter votre discours à chaque journaliste. Ensuite, les relances, parce qu'ils reçoivent des centaines de communiqués tous les jours, donc il y a un vrai travail de relance qui doit s'effectuer après l'envoi des communiqués pour être sûr que le journaliste l'a bien reçu et pour essayer de lui apporter soit des informations complémentaires qui vont le convaincre d'écrire sur le sujet, soit tout simplement de vérifier qu'il a bien reçu votre information. Donc ça, encore une fois, ça prend du temps et donc l'agence peut vous épauler dans ces relances. Également le newsjacking, donc ça c'est une manière de rebondir sur l'actualité en mettant en avant vos produits ou vos services. Donc typiquement la hausse du prix du carburant, si vous êtes Blablacar, vous allez sauter sur l'occasion. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis les calendriers réactionnels auxquels les agences ont accès. Donc en fait, au début de chaque année, les médias publient le calendrier des thèmes qu'ils vont traiter durant l'année. Donc c'est beaucoup pour les médias papier, magazines. Et ça nous permet d'anticiper et de pouvoir leur proposer des sujets qui sont en adéquation avec leur calendrier de l'année. Et enfin, tout un travail de veille, parce qu'il y a des journalistes qui postent leurs demandes sur des plateformes, sur les réseaux sociaux. Il faut aussi étudier ce que font vos concurrents. Ça permet de pouvoir pitcher des sujets à un journaliste qui a peut-être traité un de vos concurrents. Donc voilà, il y a tout ce travail qui se fait au quotidien de recherche sur la toile et dans les médias papier. Mais quand on n'a pas de budget, ce qui arrive beaucoup quand on est une start-up et qu'on est en développement, comment est-ce qu'on arrive à émerger dans ce paysage médiatique? Donc on va parcourir 7 petites étapes. On va essayer de vous donner quelques conseils, quelques petites clés pour y parvenir. Donc la première étape, c'est déjà de définir vos objectifs. Et là, on ne parle pas des objectifs RP, on parle de vos objectifs business. Et ça, c'est très important parce que communiquer pour communiquer, c'est pas efficace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est définir vos objectifs business, parce que la stratégie RP, elle va s'intégrer dans une stratégie de communication qui est plus globale et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs business. Elle est là pour la soutenir. Donc là, typiquement, vous avez déjà dû entendre ça, les objectifs SMART. Donc, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound. Donc, pour vous donner un exemple, ça pourrait être mon objectif est de lever 1 million d'euros pour développer ma technologie avant fin juillet. Voilà, ça c'est un objectif défini. Et après, on peut travailler sur une stratégie pour pouvoir remplir cet objectif. Ou ça pourrait être mon objectif est de recruter 3 développeurs informatiques avant la fin de l'été pour développer mon application. Donc définir ces objectifs, c'est vraiment crucial pour sa stratégie RP.
Ensuite, ça va être de définir vos cibles médias. Donc là, la question, c'est pas où est-ce que j'aimerais bien apparaître dans le paysage médiatique, c'est plutôt où est-ce que je dois apparaître pour remplir mes objectifs. Vous rêvez peut-être d'être à la une de Forbes, mais si votre objectif, c'est de toucher les mères de famille, je pense pas qu'elles lisent Forbes. Hein. Donc il va peut-être falloir adapter votre cible média en fonction vraiment de votre objectif. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini ces cibles médias, on va plus précisément définir les journalistes clés. Ensuite, il faut construire votre profil. Et ça, c'est hyper important, surtout quand vous êtes une start-up, parce que généralement, au début, quand vous êtes en train de développer votre solution, vous n'avez pas grand-chose de tangible à proposer. Et le visage de votre entreprise, eh bien, ça va être souvent les cofondateurs. Et donc, ce qu'on va vendre aux journalistes, ça va être souvent l'histoire des cofondateurs, quelles sont leurs motivations, leurs valeurs, leurs visions, leurs missions. Et donc ça, c'est très important. Il faut développer votre profil sur les réseaux sociaux, d'une part. Donc vraiment avoir des profils LinkedIn, Twitter, nickel. Communiquer régulièrement sur les réseaux, aussi dans votre communauté, donc que ce soit la French Tech ou d'autres communautés start-up. Voilà, essayer de fédérer un petit peu une communauté, et puis aussi dans votre industrie spécifiquement. Donc ça se fait à travers des participations à des événements, candidater à des awards. Voilà, il faut vraiment que vous deveniez attractif pour le journaliste, parce que quand on va lui proposer des sujets, la première chose qu'il va aller faire, c'est Google votre nom, votre prénom, et voir un petit peu qui vous êtes. Ensuite, il faut trouver l'information intéressante à communiquer. Donc, comme l'a dit Henri avant, c'est souvent lié à l'actualité, donc l'actualité dans sa généralité, si vous voulez rebondir sur un événement, mais aussi votre actualité business. Donc, ça peut être une récompense que vous avez reçue, une étude que vous avez effectuée, le lancement de votre produit. Donc il faut trouver l'information qui peut être intéressante pour les journalistes. Et souvent, ça passe par des éléments de preuve, que ce soit des chiffres, des cas clients. Il faut vraiment avoir des faits à communiquer aux journalistes pour que cette information soit intéressante. Et puis, une autre stratégie qui nous paraît importante, c'est de donner avant de demander. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les journalistes, comme l'a dit Henri, ils ne sont pas tous experts, et donc ils sont à la recherche de personnes qui ont une certaine expertise et qui peuvent les aider à écrire leurs articles ou à décrypter l'actualité. Donc, vous pouvez proposer votre expertise ou votre témoignage ou ceux de vos clients, par exemple, aux journalistes. Ça permet de construire une relation solide et de confiance. Et puis, le jour où vous aurez une information à communiquer, ils seront plus enclins à vous écouter parce que vous avez fait ce premier pas de construire cette relation. Donc, si vous parlez anglais, il y a des plateformes qui sont gratuites où les journalistes postent des requêtes, ils postent des questions tous les jours sur plein de thèmes et vous pouvez répondre gratuitement à ces requêtes. Et ça vous permet d'avoir des retombées dans les médias gratuites. Donc ça, c'est un bon moyen d'avoir une présence médiatique sans rien dépenser. Malheureusement, ça n'existe pas en France, ce type de plateforme, mais par contre, vous pouvez suivre les journalistes une fois que vous les avez identifiés sur les réseaux sociaux, vous activez la petite cloche, et puis souvent, ils postent justement des requêtes, des questions sur les réseaux, et vous pouvez y répondre via ces réseaux. Ensuite, il faut préparer vos outils RP. Donc, le communiqué, c'est un outil indispensable et qui reste l'outil préféré des journalistes. Donc ça, vous pouvez trouver des templates en ligne, si vous tapez sur Google. Il y a vraiment des codes à respecter, que ce soit dans la mise en forme, mais aussi dans votre discours. Il faut vraiment rester objectif. Vous oubliez tout le discours marketing, tous les mots révolutionnaires, disruptifs, uniques. On les a entendus parler 10 000 fois, ça, faut oublier. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui vous permet de communiquer une information objectivement. Ensuite, votre press kit. Donc ça, c'est pas indispensable parce qu'encore une fois, les journalistes ont de moins en moins le temps
de le lire. Ça, c'est plus un document où vous allez donner plus d'informations sur le background de votre entreprise, potentiellement un Q&A si vous êtes dans une industrie spécifique pour aider le journaliste à comprendre votre solution ou l'industrie. Vous pouvez avoir aussi les biographies des cofondateurs. Enfin voilà, c'est quelque chose de plus complet. Mais ça peut être très utile sur les événements. Vous pouvez les imprimer, les laisser dans les espaces presse et les journalistes peuvent les consulter pendant l'événement. Et puis ensuite, un espace presse sur votre site internet. Que vous ayez quelqu'un pour vous représenter ou non, c'est important d'avoir cet espace pour que les journalistes puissent entrer en contact avec vous. Donc ça va être un espace où vous allez avoir potentiellement vos derniers communiqués, votre kit presse, et puis les contacts qui représentent l'entreprise chez vous, qui est le contact pour les journalistes. Et enfin, pitcher les journalistes, donc ça c'est la partie la plus délicate. Tout d'abord, il faut anticiper l'envoi de vos communiqués en fonction de l'actualité que vous souhaitez communiquer. Donc par exemple, si vous faites un lancement de produit, vous n'allez pas envoyer votre communiqué le jour du lancement de produit, parce que le journaliste, il n'aura pas assez de temps pour traiter l'information. Donc il va falloir anticiper et envoyer le communiqué potentiellement 2-3 jours avant le lancement de produit. Vous l'envoyez sous embargo pour que les journalistes aient le temps de traiter l'information et de se coordonner pour communiquer le jour du lancement de votre produit. Donc également tout ce qui est les marronniers, donc la fête des mères, si vous avez une start-up qui peut proposer un produit pour la fête des mères, Noël, voilà, le jour de la Terre, la Earth Day. Si vous êtes dans l'environnement, enfin voilà, il faut checker un petit peu tous les marronniers qui reviennent chaque année pour pouvoir anticiper les sujets. Bien surveiller les jours fériés, les vacances, en fonction des zones, parce que les journalistes, comme tout le monde, prennent des vacances, donc vous n'allez pas communiquer au moment où tout le monde est en vacances. Vous allez diminuer vos chances d'être pris. Et puis privilégier les lundis et les mardis matins, qui sont donc les périodes préférées pour les journalistes, pour recevoir les communiqués, sachant que l'après-midi, la majorité du temps, ils écrivent. Donc le matin, ils vont vraiment checker tous les sujets, choisir un petit peu sur quoi ils veulent écrire, et puis l'après-midi, ils vont plus être en rédaction, donc c'est pas vraiment le moment de les harceler au téléphone, par exemple. Et puis après, le fameux email, donc là, il faut essayer d'être impactant au maximum dans votre objet d'email pour avoir une chance, eh bien, que le journaliste ouvre d'abord cet email et ensuite travailler le corps de l'email pour retenir l'attention du journaliste, donc être vraiment clair, concis, utiliser des bullet points, mettre des mots en gras, en italique, enfin faire que la lecture soit facile et les informations facilement trouvables pour le journaliste. Et maintenant, on a réussi notre mission d'entrer en contact avec un journaliste. Donc voilà, Henri va vous expliquer les prochaines étapes. Merci Caro. Effectivement, si vous avez appliqué toutes les règles que Caroline vient de vous décrire, vous avez maximisé vos chances de retenir l'attention du journaliste. Et je vous le disais, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire mauvaise impression. Alors finalement, vous allez devoir vous adapter au métier de journaliste. Vous adapter à ses besoins, et ses besoins, c'est finalement faire passer un message à leur lecteur. Donc vous devez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, la répétition fixe la notion, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à dire, donc vous devrez le faire aussi avec les journalistes, et vous allez devoir étudier et adapter votre message en fonction de la cible presse, de la cible finale du journaliste. Ensuite, vous allez toujours devoir être clair et lisible. La lisibilité, c'est la première règle d'or du journalisme, avant même l'actualité. Plus vous serez lisible et facile à comprendre, et plus vous augmenterez vos chances d'être repris par un journaliste. Et puis enfin, vous allez devoir structurer votre argumentation, la façon dont vous allez passer vos messages. Et on a un chiffre magique en communication, qui est le chiffre 3. On a tendance à dire qu'il faut répéter 3 fois son message, et que chaque bon message est étayé par 3 sous-messages. Si vous respectez ça, votre propos va être très facile à répondre. En France, notamment dans le pays du plan en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, ça fait sens auprès des journalistes. Donc comment est-ce qu'on fait pour structurer ses idées, pour structurer son message? Eh bien, on s'appuie sur quelque chose qui s'appelle la maison des messages. C'est un outil
qui a été inventé par l'homme de gauche, à côté de Bill Clinton, qui s'appelle Mark Penn, qui est son ancien conseiller à la communication. Et c'est un outil qui ressemble au fronton de la Maison-Blanche. Globalement, ce que vous pouvez avoir en tête, je ne suis pas plus approche de ça, c'est que le fronton de la Maison-Blanche ressemble à la maison des messages que vous allez rédiger. Bill Clinton, pour la petite histoire, l'a dessiné sur une feuille de papier au format de paysage avant chaque interview. Et dans le fronton qui est en haut, il écrivait le message qu'il voulait qu'on retienne. Sujet, verbe, complément, quelque chose de clair et lisible. Ensuite, il y avait 3 chapitres, 3 parties pour chacun de ces messages. Et bien ça, c'est chacun de vos 6 messages. Est-ce que le prix est important? Est-ce que vous êtes moins cher que les solutions existantes sur le marché? Est-ce que vous êtes plus green, plus vertueux pour l'environnement? Ça peut être un deuxième message. Bref, vous déclinez en 3 sous-messages. Et chacun d'entre eux va être illustré par les éléments de preuve dont vous parlez, Caroline, c'est-à-dire des faits soutenus par des chiffres, des exemples, et si possible, des anecdotes. Quand on veut faire un bon storytelling et être retenu, il faut qu'on ait des anecdotes et des cas clients, par exemple, à raconter aux journalistes. Donc c'est quelque chose que vous aurez besoin de faire. Ensuite, on va vous apprendre à inverser votre discours et à désapprendre tout ce que vous avez appris à l'école. Et ça, c'est absolument clé. Quand vous regardez un article de presse, l'article il commence toujours par le titre. À l'école, on nous apprend toujours à commencer par une longue introduction avant de dérouler notre argumentaire et de finir par la conclusion, c'est-à-dire par le titre. Eh bien, vous allez devoir faire exactement l'inverse et commencer par annoncer votre message. Quoi qu'il se passe, vous commencez toujours par dire ce que vous avez à dire. Et ce que vous allez dire, c'est faire passer un message important. Ensuite, vous allez pouvoir dérouler votre argumentaire et en conclusion, prendre de la hauteur sur un sujet, c'est-à-dire introduire le sujet, ce qu'on appelle la fameuse ouverture dans un article. D'accord? C'est la mise en perspective. Vous devrez aussi utiliser la règle des 3C, qui est une autre règle magique en communication, être concis, être clair et être concret, pour maximiser vos chances d'être retenu. Et pour ce faire, vous allez devoir utiliser des phrases courtes et simples. On évite les longs laïus et les phrases trop disséquées. Vous allez également parler de vous, personnifier votre prise de parole. Parler de vous en tant que fondateur de start-up, parler des besoins de vos clients, parler de votre entreprise en utilisant plutôt le nom, le nous, plutôt que le on. Le on est très généraliste et il est moins impactant dans une prise de parole. Plus vous serez factuel et précis, je sais qu'on se répète, mais c'est toujours cette fameuse notion de répétition pour fixer la notion, et plus vous allez permettre aux journalistes de récupérer des informations pour écrire son papier. Il n'a plus le temps d'aller les chercher, donc c'est vous qui devez les lui amener, et qui devez, là encore, lui suggérer ces fameux éléments de preuve, les chiffres, les exemples, qu'il va pouvoir utiliser dans son article. En fait, si on devait retenir une chose dans tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez l'opportunité aujourd'hui de presque dicter un article à un journaliste. Et donc de répondre à son besoin. Caroline l'a dit tout à l'heure, on n'est pas disruptif, on n'est pas révolutionnaire, on est toujours extrêmement concret. Vous avez des solutions robustes, vous avez des solutions qui répondent à des besoins. Si vous utilisez des adjectifs ou des adverbes, vous devrez toujours bannir les superlatifs. Gardez en tête une citation de Talleyrand qui dit « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Donc dans votre discours, rien d'excessif. Quand vous serez face à un journaliste, vous savez, les journalistes, ils ont besoin, ils cherchent en permanence la petite information croustillante, polémique, ce qui va finalement faire vendre du papier. Et il va chercher à faire du off. Vous ne devez lui dire qu'une seule chose, c'est ce que vous voulez voir imprimé. Tout ce que vous ne voulez pas voir imprimé, vous ne le dites pas. Et malheureusement, il y a des journalistes qui font très bien leur métier, mais qui vont poser leur crayon et dire « Allez, c'est entre nous, je ne le répéterai pas, je n'écrirai pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur tel sujet ?» Si vous le faites, vous courez un risque. Et le risque principal, notamment si vous affichez un concurrent, c'est qu'il vous renvoie un jour en français. Bien préparé en plus. Donc c'est quelque chose que vous devrez en permanence avoir en tête et éviter. Les seuls à pouvoir faire du off en France, ce sont les politiques les mieux médiatraînés. C'était les Sarko, et aujourd'hui le président de la République. Eux font du off. Et d'ailleurs, ils font du off pour faire passer un message qui va être repris ensuite et mis à l'aide. Ça, vraiment, gardez-le en tête. Une autre chose, alors qu'on devrait enseigner un peu plus à la politique en France, quand on veut être un communicant durable, en principe, on ne ment jamais, on n'improvise pas, et on ne dit
que la vérité. Si vous voulez être un bon client pour un journaliste, vous êtes celui qui porte la vérité, celui à qui on peut se référer sans forcément avoir besoin de checker ses sources. Parce qu'on sait que vous allez de toute façon ne dire que la vérité. Et communiquer en se disant que les Français ont la mémoire courte, c'est ne pas s'exposer à communiquer de manière durable, en tout cas, à mon avis. Donc, appliquez-vous cette formule de Warren Buffett. Je suis toujours étonné que ce soit lui qui en soit l'auteur. Et puis finalement, si vous voulez être prêt à tout lorsque vous faites une prise de parole face à un journaliste, vous allez ne rien laisser au hasard. Vous allez essayer d'anticiper l'imprévisible. Et c'est possible, ça fonctionne. La première chose que vous pouvez garder en tête, c'est que l'essentiel de votre communication, elle ne passe pas par vos mots. Elle va passer par votre communication non verbale et votre communication paraverbale. 93% de votre communication, elle est non verbale. C'est un vieux chiffre qui remonte aux années 60, mais néanmoins c'est le seul qui existe à peu près sur le marché. Et si on parle de synergologie et d'études du langage corporel, en fait, vous pouvez parasiter un message avec les mauvais gestes ou la mauvaise intonation. Donc vous devrez toujours vous préparer, répéter avant une interview. Répétez devant votre miroir, vous filmez, vous regardez, et puis répétez face à vos conjoints. C'est eux qui auront le regard le moins complaisant et donc ceux qui vous rendront le plus service pour préparer une prise de parole. L'autre élément que vous devez garder en tête, c'est qu'une interview ne doit pas ressembler à une partie de ping-pong. Si le journaliste vous pose une question, que vous avez une réponse un peu laconique, un peu lapidaire, et que vous attendez la question suivante, il peut vous emmener à peu près où il veut, sans que vous ne parveniez à passer votre message. Le but du jeu, c'est que vous passiez votre message une première fois. Donc gardez en tête que la première question, elle ne doit pas servir à répondre aux journalistes, mais à passer vos messages. Ensuite, vous allez répondre à toutes les autres questions. Mais vraiment, la première chose, c'est vous passer vos messages et vous gardez la main sur l'interview. Et puis, petit chiffre à garder en tête, 33% des journalistes seulement aujourd'hui ont le temps de préparer leurs interviews, ce qui veut dire que si vous passez vos messages une première fois, vous allez tracer un chemin pour l'interview. Vous allez lui suggérer des messages, et donc augmenter les chances qu'il reprenne les vôtres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder en tête. Et puis enfin, pour préparer l'imprévisible, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les Q&A, car on a déjà parlé, les listes de questions que vous voudriez qu'on vous pose et qu'il ne pensera pas forcément à vous poser, mais aussi les questions que vous ne voulez surtout pas qu'on vous pose, pour ne jamais vous faire piéger. Si vous anticipez vous-même un sujet sensible, une question que le journaliste pourrait vous poser, vous pouvez la poser mieux que lui, en tout cas de façon un petit peu moins négative. Encore une fois, vous êtes préparé en anticipant toutes les questions que vous aimeriez ou non qu'on vous pose. Et vous préparez 3-4 lignes d'éléments de langage. Ça vous parle ? Je vous propose de... on dit toujours qu'une image vaut mieux que 100 mots, ou que 1000 mots. Je ne sais pas combien vaut une vidéo, mais je vais vous proposer un exemple d'un porte-parole que vous allez forcément reconnaître, qui est extrêmement bien préparé. Et il y a une chose à garder en tête pour être bon dans l'exercice de l'interview. Il faut pratiquer. Vous aurez face à vous des journalistes qui réalisent au minimum 5 interviews par semaine. Je dis bien au minimum. On ne peut pas imaginer monter sur le ring face à Rocky en ayant vu un simple MOOC sur la boxe. On ne fera pas 12 rounds. Avec un journaliste, c'est un petit peu la même chose. Plus vous allez préparer, plus vous allez vous entraîner, et plus vous serez bien. Et vous allez voir, on va débriefer ensuite rapidement cette interview, mais il y a des techniques. Il y a des techniques qui vont vous permettre de ne pas répondre à la première question. Et je vous laisse essayer de trouver justement quel est le mot qui sert un petit peu à tous les porte-paroles en ce moment. Je pense que vous ne m'entendez pas, enfin vous n'entendez pas la vidéo. Il y a le son sur toi. Oui, exactement. Dès qu'elle lancerait la construction d'un mur dès le mois de décembre, la France, Gabriel Attal, soutient-elle la Pologne dans cette entreprise? D'abord, il faut expliquer ce qui se passe quand même à la frontière. Il y a une mise en scène inhumaine et macabre par le régime biélorusse. Pourquoi une mise en scène? Ils prennent des milliers de migrants qui sont dans la détresse, ils les massent à la frontière, ils réalisent eux-mêmes des images qu'on voit régulièrement passer sur nos télés. C'est le régime qui réalise ces images. Dans quel objectif? Dans le but de nous diviser et de nous fracturer en deux. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'il a répondu à la première question? Non. D'abord. Très bien. D'abord, c'est le premier mot aujourd'hui qui vient en tête des porte-paroles, souvent un peu mal médiatisé d'ailleurs, pour faire ce qu'on appelle un bloc page.
On vous pose une question, vous bloquez la question, et vous construisez un pont vers votre message. Et ce pont-là, c'est d'abord, ou c'est, mais la question n'est pas, la question pourrait être. Bref, c'est tout ce qui va vous permettre de rebasculer sur votre message. Et vous avez vu la première question qui lui est posée, il n'y répond pas. Il passe tout d'abord son message. Donc une fois qu'il a utilisé la technique de block and bridge, le d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se pose lui-même une question. Tout d'abord, et ensuite, on peut y revenir. Je me souviens plus de la question d'ailleurs. Mise en scène inhumaine et macabre par le régime biélorusse. Pourquoi les mises en scène? Ils prennent des milliers de migrants qui sont dans la détresse, ils les massent à la frontière, ils réalisent eux-mêmes des images, ça qu'on voit régulièrement passer sur nos télés. C'est le régime qui réalise ces images. Dans quel objectif? Dans le but? C'est lui qui dirige l'interview, il se pose lui-même les questions qu'il veut qu'on lui pose. Un passage en télé ou en radio, c'est entre 3 et 7 minutes. Vous imaginez, vous enlevez 40 secondes de questions de lancement, il reste combien de questions potentielles? 3, 4, vous vous en posez 2, vous avez passé 2 messages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement utile. Donc en plus, il fait de l'auto-questionnement. C'est quelque chose qui est bien et qui lui permet notamment de répéter, de reformuler son message. Alors, Gabriel Attal, il est particulièrement bon, il est particulièrement préparé. Ça ne nous aura peut-être pas échappé pendant la campagne présidentielle qu'on avait dans des interviews politiques des candidats ou des candidates parfois moins habiles et des candidats qui avaient, dont on avait le sentiment qu'ils voulaient vous faire passer des messages en force, qui répétaient plusieurs fois le même message avec exactement la même construction et les mêmes mots. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Chaque message, pour ne pas être trop scolaire, vous le reformulez. Et dans ce cas-là, en principe, vous arrivez à faire plus de 5% à l'élection présidentielle. Ça, c'est fait. Et puis, comme il faut pratiquer pour être bon, on n'imagine pas la quantité de travail qu'il faut pour réussir à ce qu'un message soit retenu par le plus grand nombre. Et là, je vais vous présenter un des block and bridge les plus connus de ces 20 dernières années. Je pense que même si certains d'entre vous sont jeunes, ça va parler de tout le monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le porte-parole, c'est un des meilleurs techniciens de l'interview que je connaisse. Et on en parlera dans un instant, donc je vous laisse découvrir son block and bridge et sa reformulation de message. On va supprimer quand même 5 heures. Mine de rien, c'est arrivé. Mais parce que la question pour moi n'est pas de supprimer 35 heures. La question pour moi, c'est d'arriver au plein emploi. Je ne veux pas revenir sur un acquis social. Je veux donner aux Français la chance de travailler plus pour gagner davantage. Vous vous en souvenez? Ce soir de novembre 2007, est-ce que vous vous rappelez que ce message a été porté par Jacques Chirac en 2004? Qui s'en souvient? Personne? Parce que Jacques Chirac n'avait pas peut-être fait son block and bridge, n'avait peut-être pas aussi bien travaillé son message. À chaque mot est ciselé par Franck Louvrier, maire de La Baule, ancien patron publiciste consultant et conseiller à la com de Sarko entre 2004 et 2012. Bref, un vrai professionnel de la com, pas comme ceux que ces héritiers à la tête des Républicains ont pu mandater pour leur communication. C'est à nouveau fait. Donc, globalement, là, son message, il est extrêmement bien ciselé. Chaque mot compte. Je veux donner la chance aux Français de travailler plus pour gagner davantage. Bref, de son block and bridge à sa reformulation, aucun mot n'est laissé au hasard. Chacun d'entre eux a été travaillé et répété. Le block and bridge permet de dire « je ne veux pas revenir sur un acquis social » et d'enchaîner sur son message. Et puis ensuite, il le reformule. Tout le monde s'en souvient. Et d'ailleurs, tout le monde se souvient de ce soir-là, tout le monde oublie Sarko, qui l'a porté pendant plus de 6 mois, pendant la campagne présidentielle en 2007. Il a commencé l'automne 2006 à porter ce type de message, mais moins bien rédigé, avec moins de pratique du media training, moins d'entraînement. Et donc, il était moins efficace et moins retenu. Donc vraiment, plus vous allez vous entraîner, et plus vous serez bon, plus vous serez capable de faire passer des messages. Et adopter les techniques d'utilisation du block and bridge, de l'auto-questionnement systématiquement, reformuler ce que vous avez à dire, eh bien c'est quelque chose qui devient naturel quand on a fait 5, 10, 15, 20 interviews. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête. Et pour revenir, pourquoi Valérie Pécresse? Parce qu'elle a été médiatraînée très tard, et parce qu'il y a des porte-paroles qui pensent qu'on peut aller au talent en interview. Ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne en interview, c'est le travail et la préparation. Pour être mémorable, il faut avoir énormément de ces sujets. Donc globalement, ce que vous devez retenir quand vous allez répondre à un journaliste, c'est que vous devez le connaître. Vous devez savoir sur quoi il écrit, vous devez connaître ses derniers articles. Si vous arrivez à l'interview en lui disant « j'ai lu un article de vous sur tel sujet »,
vous allez vous faire un copain. A contrario, si vous ne savez pas pour quel média il bosse, plus compliqué. Ensuite, vous devez avoir préparé vos messages, selon le principe de la maison des messages. Et vous allez devoir tenter de les répéter 3 fois, de dire ce que vous allez dire, de le dire, et en conclusion, de faire un petit peu ce que les politiques font habituellement, que vous devez avoir noté aussi, c'est en résumé. Ce qui est important de retenir de ce que je viens de vous dire, c'est si les Média Training ont exactement le même message, en force, sinon de le paraphraser, de le reformuler. Et puis enfin, vous devez contrôler l'interview, et surtout, j'aurais pu le rajouter, je vous dis qu'il y a 3 messages sur cette slide, mais le 4e est important aussi, vous pouvez garder en tête une chose, on ne demande jamais à un journaliste si on peut relire son article. On lui fait perdre du temps et surtout on met en cause la sacro-sainte indépendance du journaliste. Toujours à garder en tête. Tout au mieux, on peut leur demander à relire une citation, mais ça commence aussi à nous blesser. Donc évitez de le faire. Et puis à ne pas faire, c'est mentir, improviser, propager de la fake news, être trop expert, trop jargonneux, c'est quelque chose qui est très mal vu par les journalistes. Vous ne devrez pas non plus apprendre vos réponses. Votre accroche compte, celle que vous allez pouvoir apprendre par cœur pour éviter la page blanche et les blancs un petit peu longs. Et puis, je vous disais, pardon, en fait, c'était ma conclusion. Demandez à relire l'article. Voilà, j'ai raté la conclusion. Avez-vous des questions? Moi, j'attendais des applaudissements, mais... Je crois qu'il y a des micros qui vont être... C'est pas vraiment une question, je voulais vous remercier de parler de psychologie, mais quand même c'est psychologue. Et du coup, je voulais poser la question de savoir si, en tant que journaliste ou professionnel de la question, vous êtes formé à la psychologie, ce que c'est une discipline d'observation des déplacements, voilà, du décryptage de déplacements. C'est la belette de la scène. Je vous débrieferez à tous. Ouais, et on a pas mal de journalistes qui pensent avoir des rudiments en matière de PNL et pour qui le moindre signe de gêne, c'est le signe qu'il faut creuser un sujet, qu'il faut continuer à mettre à l'aise un porte-parole pour essayer d'obtenir une perle. Donc vraiment, c'est très très important de travailler un minimum sa posture quand on est face à un journaliste. Mais est-ce que je vais parler de Non, à part lire des livres, mais je suis preneur de creuser le sujet, oui. À part lire des livres de Philippe Turchet, c'est vous êtes très courageux. Moi, une question. Il dit qu'il faut relancer des journalistes. Quand on ne passe pas par une agence, on essaie justement de leur apporter un nouvel angle à chaque fois ou une information un petit peu plus précise. Alors, typiquement, je suis face au problème en ce moment. Il y a un journaliste qui est semblé intéressé par mon projet, qui me dit « Ah oui, envoyez-moi un mail avec plus d'informations », vraiment qui paraissait très intéressé. Et depuis, il n'y a pas rien. Donc, je dois continuer, je dois changer de canal. Est-ce qu'au bout d'un moment, j'arrête? Comment je reste? Qui répond à ça, le fameux « envoyez-moi un mail », c'est peut-être que vous êtes tombé au mauvais moment. La première chose que vous pouvez avoir en tête, c'est à quelle heure est-ce que vous lui avez envoyé votre mail. Est-ce que vous savez s'il ne s'est pas éloigné entre 350 ou 400 mails qu'il aurait reçus dans la journée? Est-ce que votre mail était assez important? Est-ce qu'il y avait toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin en quelques lignes? Je pense oui, c'était suite à une demande, justement une requête sur des idées d'entreprise dans tel ou tel secteur. Puis j'ai semblé être dans le bon secteur et j'ai répondu dans le flot de messages. Et c'est le journaliste qui a démarré pour m'inviter en disant « Ah, le projet il est pas mal, envoyez-moi plus d'infos. » Si vous Je pense que ça se fait si déjà. C'était par téléphone ou c'était par email que vous l'avez eu? C'était il y a eu plusieurs canaux. Il y a eu du LinkedIn, il y a eu du Instagram et du mail. D'accord. N'hésitez pas dans votre objet d'email, quand vous avez déjà été en contact avec un journaliste, à écrire suite à mon appel ou suite à notre conversation pour que lui, dans sa boîte mail, il puisse repérer directement les personnes avec qui il a déjà été en contact. Ça peut être une première tactique pour augmenter vos chances que l'email soit ouvert. Et après, Après, il faut le relancer. Il faut le relancer. N'hésitez pas à lui demander s'il a besoin d'informations complémentaires, proposer directement vos disponibilités pour lui apporter votre expertise.
pour éviter d'avoir des échanges trop longs. Des fois, ça va plus vite de dire je suis disponible à telle date, à telle heure, Et à tel numéro. à tel numéro. N'hésitez pas à me contacter ou alors contactez-moi quand vous avez 5 minutes si vous voulez discuter du sujet. Voilà, ça permet d'aller droit au but et d'éviter des échanges trop longs. Voilà, et puis après, oui, utiliser différents canaux, mais visiblement vous avez déjà épuisé. Ouais, j'ai pas envie non plus de relancer 3 fois sur chaque canal. Oui. L'objectif, c'est pas de faire tellement. Après, l'idée, c'est de les relancer dès que vous avez une petite actu, ou si vous avez prévu de lancer un produit ou une nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas dans quelle industrie vous évoluez, mais peut-être de proposer l'information sous embargo pour attiser sa curiosité. Ça peut être aussi un moyen. Okay. Le moment où vous avez aussi échangé avec lui, ça peut être extrêmement important dans le fait que ce sujet soit peut-être devenu froid. Si vous lui avez envoyé en fin de semaine, par exemple, une réponse un vendredi, on a coutume de dire que le week-end rend l'information froide. Ce qui veut dire que le lundi, on est passé à autre chose. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter au moins à relancer une fois pour savoir si le sujet est toujours d'actualité. Ce qui va faire des informations que vous lui avez envoyées, de vous écarter, d'échanger. Et il ne faut pas désespérer. Et vous privilégiez les envois de communiqués le lundi. Je crois que c'est plus de 50% des journalistes qui préfèrent ce jour-là des informations le lundi, alors pas trop tôt. Si vous envoyez un communiqué de presse à 9h, globalement à 9h, ils sont en conférence de rédaction, ils sortent, ils ont 200 mètres. Donc plutôt attendez 14h30 avant de leur envoyer l'info, et le mardi matin. D'autres questions? Quand on démarre un petit peu son activité, et au-delà de l'activité, la partie communication au sens large, moi, une des questions que je me pose aujourd'hui, c'est vers quel type de journaliste je serait pertinent de me tourner à court terme, en sachant qu'on a un premier produit, on a relativement peu de clients, peu d'utilisateurs, s'il faut tout de suite aller vers des journalistes très spécialisés dans notre domaine, plutôt généralistes, rester sur un champ très local ou élargir. Enfin, c'est quoi les bonnes pratiques en la matière? Les bonnes pratiques, je dirais que c'est commencer par vos cibles naturelles. En fait, vous avez énormément de journalistes et vos cibles naturelles, celles qui sont les plus enclines à parler de vous, ce sont les médias locaux, parce que dans les règles d'or du journalisme, la règle de la proximité est extrêmement importante, proximité géographique, d'où le fait que la presse locale soit une cible naturelle, et puis proximité marché. Ce qui fait que la cible spécialisée est une cible, à mon avis, prioritaire pour vous. Si vous êtes régulièrement dans des titres spécialisés, verticaux, vos informations vont finir, à force d'être reprises par les journalistes verticaux, par être reprises par des journalistes plus généralistes, plus grand public, qui vont aussi traiter, par exemple, au Figaro de tel ou tel sujet, après qu'ils aient lu, parce que les journalistes se lisent en fait une information sur vous dans un média spécialisé. Donc vos cibles naturelles, le spécialisé, le local, c'est des cibles que vous devez rendre prioritaires dans un premier temps. Également déjà merci pour la conférence, parce que ça permet de comprendre déjà plus sur le tas. Et ma question c'était, j'ai eu un rendez-vous, un professionnel qui là il a échangé avec le journaliste, et il m'a parlé aussi un peu du culot, entre guillemets, là on a parlé beaucoup de mails, on a parlé beaucoup de canaux digitaux pour rencontrer, mais il m'a expliqué que le fait d'aller directement à leur rencontre, à leur rédaction, de se montrer, enfin, voilà, en tout cas il m'a dit, il ne faut pas hésiter, en tout cas il faut que ce soit bien fait, etc. Mais quelle est la place de rencontre humaine en fait dans un article? Rien ne la remplace. En fait, si vous avez commencé par générer du relationnel avec le journaliste, vous allez faire en sorte qu'il se souvienne de vous. Et si vous êtes innovant dans votre approche, c'est-à-dire si vous envoyez votre produit à la rédaction, si vous allez les porter, il y a beaucoup de marques qui font du portage en bas des radios et qui remettent tel ou tel produit à un journaliste avant qu'il monte dans le studio pour qu'on parle d'eux. Eh bien, ces marques sont beaucoup plus mémorables par le journaliste qu'une marque qui se contente de faire un envoi par UPS, par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à effectivement avoir du culot, être créatif, avoir une approche un peu innovante et toujours
privilégier le relationnel, c'est-à-dire la relation directe avec le journaliste. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais parce qu'avec Henri, on est spécialisé dans la tech, donc on a rarement des produits tangibles. Mais effectivement, si vous vendez quelque chose de physique, ça se fait beaucoup d'envoyer des échantillons ou d'envoyer votre produit aux journalistes pour qu'ils puissent le tester. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais ça fait partie effectivement du travail d'une agence qui va gérer tous ces envois, cibler les bons journalistes et s'occuper de toute la logistique derrière. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour vous tout à l'heure qui posiez la question, vous avez, si vous voulez toucher rapidement de la presse nationale, dans les grandes villes, des correspondants locaux, des grands médias, du TF1, du Figaro, des Échos. Ces gens-là, vous pouvez aussi les rencontrer assez facilement, assez rapidement. Tout d'abord en ayant des retombées dans vos médias les plus naturels, et ensuite allez vous adresser à eux. C'est peut-être la deuxième étape à envisager. Est-ce qu'on peut promouvoir un événement, je fais des relations de presse, puis si oui, combien il faut en termes de budget un événement, on va dire, conférence, congrès, C'est un événement que vous organisez en tant qu'entreprise ou vous participez à un événement? Non, on organise. Oui, bah, tout à fait. En fait, donc là, on n'a pas évoqué tous les différents types de contenus presse. On a évoqué le kit presse et puis le communiqué, mais effectivement, il y a des invitations presse, des alertes presse, et les invitations presse font partie justement des contenus qu'on diffuse aux journalistes. Et on va donc les inviter à venir participer à un événement. Donc pareil, il faut qu'il y ait une vraie... comment on dit, un vrai intérêt pour eux de venir, une simple présentation de votre entreprise, bon, ça va pas. Il faut qu'il y ait une annonce, il faut qu'il y ait vraiment une information clé qui vont faire qu'ils se déplacent. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la Covid, mais leurs habitudes ont beaucoup changé. Avec tous les confinements, les journalistes se déplacent de moins en moins. Même les interviews, avant, on pouvait les inviter à boire un café, vraiment les rencontrer en face-to-face. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui parce qu'ils ont pris l'habitude d'être derrière leur ordinateur, de tout faire en visio. Les conférences de presse sont beaucoup maintenant retransmises en ligne. Avant, ça se faisait pas beaucoup. Maintenant, c'est quasiment systématique. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Après, au niveau du budget, ça dépend de beaucoup d'aspects, hein, du lieu, voilà, de toute la logistique derrière de production, si jamais vous filmez, s'il y a à manger ou pas, enfin vous voyez. Mais en général, il faut les payer pour qu'ils se déplacent ou... Surtout pas. La différence finalement entre les journalistes et les influenceurs, c'est que le journaliste, c'est son métier. Vous n'avez pas besoin de le payer. Ce que vous lui payez, c'est le café, c'est le billet d'avion si vous l'emmenez à tel ou tel endroit. Mais c'est tout. Vous n'allez surtout pas faire ce qu'on appelle du public rédactionnel, payer pour qu'il écrive. Dans certaines industries, ça existe, mais c'est pas légal. Notamment les cryptos. Si certains vous sont familiers avec les cryptos, ça se fait beaucoup de payer les journalistes, mais c'est pas légal. Donc si jamais une agence vous dit on peut vous avoir tel papier dans Forbes pour 1000 €, là il faut faire demi-tour. Ça ne se fait pas. Il y en a de plus en plus, mais en principe, si on considère la liberté de la presse, il y a une vraie muraille de Chine entre d'une part la publicité et d'autre part la rédaction. Alors, bon, cette muraille de Chine est franchissable à certains points. Moi, je me souviens d'un journaliste d'un média dédié à l'informatique B2B qui donnait de la place à SAP qui passait de la pub dans son média, pas à Oracle, parce qu'il ne passait pas de pub. Mais en principe, les journalistes ne sont pas censés savoir ce qui se passe à la pub. J'avais une question, on parlait du métier de secrétaire de rédaction qui disparaissait. Et moi, sur mon feed, par exemple, Facebook, je vois certains articles passer, en l'occurrence, c'est l'Obs, pas forcément l'Obs qui fait quelque chose, mais j'ai abonné à cette page-là. Et souvent, avec mon temps, on dit, ouais, c'est ça, il y a des fautes, etc. Là, c'est vraiment par curiosité, est-ce que c'était exprès pour générer l'engagement? En fait, le journaliste, ce que vous devez vous dire, c'est qu'après l'interview, il va écrire son papier, à 16h30, 17h, il le rend.
et le papier passe en relecture chez son chef de service, chez le rédacteur en chef et ou chez le secrétaire de rédaction, avant de partir au marron. Or, le journaliste, il fait des fautes. Et puis, il écrit très vite parce qu'il a peu de temps, il a peu de temps pour se relire. Et comme les postes de SR disparaissent dans les rédactions, eh bien, ceux qui maîtrisaient la syntaxe, la grammaire, etc., ne sont plus présents pour corriger les fautes de ceux qui n'avaient pas le temps de se lire. Donc en fait, oui, l'article a sans doute été très très mal relu, peut-être pas réécrit, la titraille n'a peut-être pas été refaite par les stagiaires, en tout cas, les fautes s'expliquent par ce biais. D'autres questions? Après, on est au bout de la rue, alors si jamais vous avez des questions, vous pouvez repasser nous voir. Merci en tout cas.